Quand on reprend une entreprise, on pense souvent aux chiffres, à la stratégie. Mais en réalité, c'est bien plus que ça. On hérite d'une équipe qui a son histoire, ses habitudes, une culture bien à elle. Et là, c'est le vrai défi. On arrive avec ses idées, sa vision, mais comment on fait pour embarquer tout le monde sans tout casser? Surtout quand l'équipe est super attachée à son ancien chef. 50%, plus de la moitié en fait. C'est un chiffre qui devrait faire réfléchir n'importe quel repreneur. Et ce chiffre, il représente quoi au juste? Eh bien, ce n'est pas le taux d'échec à cause d'une mauvaise stratégie ou d'un produit qui ne marche pas, non. La raison pour laquelle tant de reprises échouent, elle est bien plus subtile, et surtout bien plus humaine. Et voilà, on y est, le cœur du problème. Plus de 50% des échecs, c'est lié directement à une mauvaise gestion de l'humain. Aux dynamiques d'équipe, aux chocs de culture, tout se joue vraiment sur le terrain du management. Les toutes premières semaines sont cruciales. C'est là qu'il faut gagner la confiance, lancer une nouvelle dynamique, mais sans tout démolir. C'est un vrai jeu d'équilibriste. Alors, la question qu'on se pose tous, c'est comment on fait pour réussir ce passage délicat? Est-ce qu'il y a une recette? Heureusement, oui. Il existe une sorte de guide, une méthode, pour transformer ce qui ressemble à un champ de mine en une vraie réussite. Allez, on va détailler ça ensemble. Ok, voilà notre programme. On va commencer par voir quel est le vrai défi d'une reprise. Ensuite, on va se pencher sur 4 étapes clés. D'abord, comprendre le terrain. Puis, bâtir sa légitimité. Après, mener le changement. Et pour finir, super important, on verra comment éviter les pièges les plus courants. Allez, on attaque la première phase la plus critique peut-être, la mission de 30 jours. Pensez-y comme une mission d'infiltration, de renseignement. Avant de faire quoi que ce soit, avant même de penser à changer la moindre virgule, il faut une période d'observation pure, 30 jours, juste pour écouter, regarder et comprendre. C'est la règle d'or, absolument. La tentation, elle est immense de vouloir tout de suite mettre sa patte, de montrer qui est le nouveau boss. Mais c'est une erreur classique. Ces 30 premiers jours, ils ne sont pas là pour transformer. Ils sont là pour comprendre. C'est un investissement, croyez-moi, pas du tout une perte de temps. Et cette mission de renseignement, elle se déroule en 3 temps. D'abord l'étape 1, décoder la culture. C'est un peu la partie immergée de l'iceberg de l'entreprise. Ensuite, étape 2, identifier l'ADN de l'équipe. Qui sont les piliers, qui sont les potentiels freins. Et enfin, l'étape 3, la plus fine, arriver à cartographier les dynamiques de pouvoir invisibles. Et c'est là que ça devient fascinant. L'organigramme officiel, celui qui est affiché au mur, il ne dit pas tout. Loin, très loin de là. Dans n'importe quelle boîte, il y a des circuits de décision parallèles, des alliances, des gens qui ont une influence énorme, même s'ils n'ont pas le titre qui va avec. Comprendre qui pèse vraiment dans les décisions, au-delà du poste officiel, c'est la clé pour piger comment la machine fonctionne réellement. Bon, une fois qu'on a bien compris le terrain de jeu, on peut passer à la deuxième phase, construire sa légitimité. Parce que soyons clairs, un titre sur une carte de visite, ça n'a jamais suffi pour faire de quelqu'un un leader. Cette phrase, elle résume absolument tout. La légitimité, ça ne se décrète pas. Ça se gagne, sur le terrain, au quotidien. Ce n'est pas le statut qui vous la donne, c'est votre posture, vos actions. Les équipes, elles attendent de voir des preuves. Elles veulent de la cohérence entre ce qu'on dit et ce qu'on fait. Alors concrètement, comment on s'y prend? D'abord, en étant présent sur le terrain, en posant des questions et surtout en écoutant vraiment les réponses. C'est aussi hyper important de valoriser ce qui marche déjà. Il y a cette anecdote d'un dirigeant qui a passé une semaine entière dans chaque service et n'a rien changé. Il a juste regardé, écouté et reconnu les compétences des gens. Et c'est exactement ça le secret, montrer du respect pour le passé avant de vouloir construire le futur. Un point souvent super délicat, la gestion de l'ancien propriétaire. Surtout s'il ou elle reste un peu pour assurer la transition. Le piège absolu, c'est ce qu'on appelle la double autorité. Ça crée une confusion monstre dans les équipes. La solution, elle est simple mais pas toujours facile à mettre en place. Les rôles doivent être clarifiés, et publiquement. Il ne peut y avoir qu'une seule voix, un seul capitaine à la barre. Ok, la confiance est là, les bases sont saines. Maintenant, il est temps de passer à l'action. On va pouvoir commencer à impulser un nouveau rythme. Mais attention, pas n'importe comment. Avec méthode, en expliquant le pourquoi, et en s'appuyant sur les fondations qu'on a patiemment construites. Le point crucial ici, c'est de ne jamais présenter la nouvelle vision comme une rupture totale avec le passé. Personne n'aime avoir l'impression qu'on jette son travail à la poubelle. L'astuce, c'est de montrer que le changement est une suite logique, que c'est le prochain chapitre de l'histoire de l'entreprise. On construit sur ce qui a été fait avant. Et pour que ça marche, pour maintenir cet élan, la communication doit être hyper rythmée. Un peu comme ce qu'on voit ici. Chaque semaine, des points avec les managers pour être sûr que tout le monde est aligné. Chaque mois, des sessions de feedback ouvertes à toute l'équipe. Et en permanence, des mises à jour transparentes et factuelles. Ce rythme, ça crée de la prévisibilité, de la confiance, ça ouvre le dialogue. Et cette phrase, elle explique parfaitement pourquoi ce rythme de communication est vital. Quand le dirigeant se tait, il laisse un vide. Et ce vide, il est très vite rempli par les rumeurs, l'inquiétude, les pires scénarios.
Il vaut 1000 fois mieux communiquer, même de manière imparfaite, même pour dire qu'on n'a pas encore toutes les réponses, que de ne rien dire du tout. On arrive à la dernière partie et c'est peut-être la plus importante. On va parler des pièges à éviter, des erreurs classiques qui peuvent faire capoter même les transitions qui semblaient les mieux parties. Erreur numéro 1, la précipitation. Aller trop vite. On a déjà parlé de l'importance de la phase d'observation de 30 jours, et voilà pourquoi. Un leader qui arrive et qui change tout du jour au lendemain, sans avoir pris le temps de comprendre, envoie un message terrible. Ce que vous faisiez avant ne vaut rien. La confiance qui était si dure à gagner peut être pulvérisée en un instant. Deuxième erreur, c'est un peu le miroir de ce qu'on vient de dire. Le silence. Le doute, c'est vraiment le pire ennemi du changement. Une communication régulière, je le répète, même pour dire on avance mais on n'a pas encore la réponse à tout, c'est 1000 fois mieux que le silence radio qui laisse l'anxiété s'installer. Et enfin, l'erreur la plus humaine de toutes, ignorer les émotions. Un changement de direction, pour certains membres de l'équipe, c'est une vraie épreuve. Ça peut être la fin d'une époque, il peut y avoir de la tristesse, de la peur, de la méfiance. Faire comme si ça n'existait pas, c'est se couper de son équipe. Il faut savoir reconnaître ses émotions, les accueillir et faire preuve d'empathie. Donc si on devait résumer, le succès de cette transition repose sur ces 4 grands piliers. Écouter pour vraiment comprendre, impliquer pour fédérer tout le monde autour du projet, clarifier la vision pour rassurer et donner un cap, et enfin communiquer encore et toujours pour maintenir ce lien de confiance qui est si précieux. Et on va terminer avec cette question qui est finalement la clé de tout. Le but, est-ce de construire sur le passé ou juste de tout effacer pour repartir de zéro ? Parce qu'au fond, la réussite d'une transition, ce n'est pas dans la rupture qu'elle se trouve, c'est dans la capacité à diriger avec l'équipe qui est déjà là, et pas contre elle. Le véritable art, c'est de savoir ouvrir un nouveau chapitre sans pour autant déchirer les pages qui ont été écrites avant.